moi, l'art, c'est un moyen que l'être humain a trouvé pour exprimer tout le mystère qu'il y avait en lui et tout le mystère de notre existence. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et l'œuvre d'art est une façon d'avoir accès à ce mystère-là. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à votre émission L'art et la créativité. Aujourd'hui, je vous présente, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Geoffrey Gaker. Bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très content que je vais te tutoyer. Oui, ça va être plus simple. Entendu. Que tu sois là. Et je sais que tu es un homme très engagé dans la communauté, comme artiste aussi très demandé. Puis ça, vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation parce que c'était... Ben, merci de m'avoir invité. On habite le même quartier, fait que c'est normal. Voilà, je suis contente. Bon, qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche? Ben, est-ce que je le montre déjà ou j'en parle et je le montre après? On va pas les parler, okay. Puis on va les... Ben, quand vous m'avez demandé d'apporter un objet, c'est certain que j'ai beaucoup réfléchi, mais à un moment donné, je me suis dit, arrête de réfléchir. Tu as un objet que tu traînes avec toi depuis pratiquement le moment où tu es arrivé au Québec, il y a à peu près 20 ans. C'est un objet que j'ai reçu de ma grand-mère maternelle, qu'il a elle-même reçu de sa propre maman. Donc, c'est un objet qui appartient à mon arrière-grand-mère. De famille en famille? De famille en famille, de génération en génération. Et c'est une médaille que mon arrière-grand-mère a reçue à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait protégé des Juifs chez elle. Et c'était toute l'époque de la Seconde Guerre mondiale où il y avait des rafles et elle habitait à Bruxelles. Et il y avait une rafle dans sa rue et dans son immeuble. Et donc, c'était des collaborateurs à cette époque-là qui avaient frappé chez elle pour fouiller la maison parce qu'ils pensaient qu'il y avait des Juifs qui se cachaient là. Et en fait, ils avaient caché, je pense, c'était une maman et sa petite fille, ils l'avaient caché derrière le cadre de lit. Et ils ont sauvé ces personnes. Et donc, à la suite de la guerre, donc il y a la communauté juive qui a rendu hommage à mon arrière-grand-mère avec une médaille, qui est une espèce de médaille des justes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'autant plus que je trouve qu'on est tellement dans une période de l'histoire de l'humanité en ce moment où on a un peu l'impression de façon différente, mais de revivre un petit peu ce qui a précédé peut-être la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression de voir des images qu'on a vues en noir et blanc dans nos livres d'histoire et que maintenant on voit la télévision, sur les réseaux sociaux, en couleur. Et je me dis, ah tiens, j'ai l'impression que le monde est de nouveau à un instant de fragilité qui pourrait basculer dans autre chose. Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que je trouve que cette médaille a encore plus de sens et de valeur à mes yeux aujourd'hui. Parce que malheureusement, on a l'impression que le temps passe, mais en fait, l'histoire se perpétue, recommence, et on a l'impression que l'être humain manque de mémoire. Oui, mais tu vois, ça, c'est des symboles d'une très forts. Je trouve que ça te représente beaucoup. Pourquoi? Ça vient de ta génération qui était déjà, avec ces symboles, impliquée dans sa communauté. Donc, et toi, tu es une personne très impliquée dans la communauté. Donc, un fort symbole, merci de l'avoir apporté. Je dois dire que tu es un artiste, comédien, un comédien de tout, dans le sens metteur en scène, directeur de théâtre, tu es co-directeur général, directeur artistique et co-directeur général. Et co-fondateur aussi. Non, non. Tu n'es plus co-fondateur des théâtres, pas l'espace libre. Oh d'accord, vous êtes super bien renseigné. Oui, du Théâtre Debout, exactement. Co-fondateur du Théâtre Debout, tout à fait. Le Théâtre Debout aussi, il ne faut pas oublier. Et directeur artistique, co-directeur général d'Espace Libre. Et directeur artistique, donc d'Espace Libre. Donc, et puis, bon, voilà. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié un chapeau? Non, c'est assez. C'est assez. Et homme d'affaires, à quelque part. Oui, en tout cas, gestionnaire culturel, mettons. Gestionnaire culturel, voilà. Tout à fait. Et c'est ça, donc tu es très impliqué dans ta communauté. C'est bon rêve comme des comédiens. Tu es un comédien, tu viens de la Belgique, de Bruxelles. Tu as fait des études donc, au Conservatoire d'art dramatique à Bruxelles, s'il vous plaît. Et donc, tu es venu par la suite en 1996, si mes souvenirs sont bons. En 2000, tu es venu continuer ta formation de à l'école. De 1996 à 2000. J'ai suivi donc 4 ans d'études à l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation, donc pour devenir acteur. Voilà, c'est ça que je m'en venais à dire ça là, pour 2000. Et donc, c'est ça, tu es un passionné aussi. J'ai lu que tu étais dans les plus classiques
qu'on te voyait plus comme l'avare. Disons que, en fait, ce qui est drôle, et puis là, peut-être ça permet aussi de parler un petit peu de où est-ce qu'on en est en ce moment dans la culture au Québec et à Montréal. Disons que, donc moi, on l'entend, mon accent, je viens de Belgique, donc ce qui fait que quand je suis sorti de l'école, j'ai eu la chance de toujours travailler. Mais rapidement, je me suis rendu compte que les rôles qu'on me donnait, en fait, étaient surtout des rôles dans des classiques, donc qui ne nécessitaient pas l'accent québécois. Mais à partir du moment où à partir du moment où j'ai commencé à passer des auditions, mettons, pour des pièces en québécois, malheureusement, je suis jamais parvenu à pogner l'accent. Je suis capable de pogner toutes les expressions, mais l'accent, j'y arrive pas. Et donc, rapidement, ça m'a un petit peu, ça m'a limité en tant qu'acteur ici. Il a vraiment fallu que je mette d'autres cordes à mon arc. Et puis, je me disais que, tiens, quand t'auras 40 ans, t'auras plus de métiers, tu pourras faire de la mise en scène. Mais rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais vivre de ce métier-là, je pouvais travailler comme acteur, mais pas autant que je pensais que j'aurais travaillé. Et donc, rapidement, je me suis dit, fais de la mise en scène. Et donc, même à un moment donné, c'est la mise en scène qui a pris le plus de place dans ma vie. Ta créativité, ça a mis un... Oui. Et là, par contre, ce qui est drôle, c'est que c'est par la mise en scène où là, je n'ai créé pratiquement que des œuvres québécoises et canadiennes. Donc ça, je pouvais les monter parce que je ne les disais pas. Et là, combien, à peu près, tu as fait au moins, tu as monté combien? Plus de 15? Oui, plus que ça. Avec ta collègue aussi, Fanny, que tu as commencé, Fanny Britt. Oui, avec Fanny Britt et Johanna Bernard, on a bâti le Théâtre Debout juste avec ce spectacle-là, avec cette compagnie-là. On a dû faire à peu près 6-7 spectacles. Puis à côté de ça, il y a eu d'autres commandes où j'ai eu la chance de faire des mises en scène au Théâtre d'Aujourd'hui, au Rideau Vert, à la Licorne. Et à côté de ça, j'ai joué comme acteur. Mais c'est certain que à partir du moment où j'ai commencé à faire de la mise en scène, là, le téléphone sonnait moins comme acteur. Et puis, mais à un moment donné aussi, ce qui compte, c'est d'arriver à durer dans ce métier-là. C'est pas. Et puis moi, je me considère ultra privilégié venant d'ailleurs. Maintenant, je suis sorti de l'école il y a 18 ans, bientôt 19 ans. J'ai toujours vécu de mon métier. Ça, il faut le souligner, c'est difficile. Je me considère très privilégié, malgré toutes les petites embûches. Je dirais que je me considère vraiment très privilégié. Puis là, maintenant, de diriger un théâtre aussi important qu'Espace Libre, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire, puis un moment charnière, on va dire, dans mon parcours. Parle-moi justement des théâtres, pour ceux qui ne les connaissent pas. Bon, Espace Libre, c'est quoi? Comment est née la mission? C'est quoi le théâtre? Quel genre de théâtre? Depuis le début de tout à l'heure de l'entrevue, on dit qu'impliqué dans la communauté, tout ça, on se dit qu'on est voisins. En fait, donc, Espace Libre, c'est un théâtre de création québécoise, de recherche et de création, qui est situé dans le centre-sud de Montréal, sur la rue Follum, au coin d'Ontario, donc dans Ville-Marie. Et on habite une ancienne caserne de pompiers. Donc, c'est un outil extraordinaire qui a été concédé donc à Espace Libre à la fin des années 70, début des années 80. Et au fil du temps, la caserne devenait de plus en plus désuète. Il y avait des travaux à faire. Et donc, au début des années 2000, fin des années 90, il y a eu un énorme chantier qui a totalement transformé la caserne de pompiers en un théâtre vraiment moderne. Donc, ça veut dire que la particularité d'Espace Libre, c'est que c'est un lieu à configuration variable. Donc, ça veut dire que dépendamment des spectacles, la scène, les gradins changent de place. Des fois, vous pouvez... Et on peut se transporter comme on veut dans la salle. On peut avoir des gradins, on peut ne pas avoir de gradins. C'est pas unique, mais disons que c'est assez original. Et la particularité, c'est qu'on peut rentrer par plein d'endroits à Espace Libre. D'ailleurs, c'est ça des fois le problème. On ne sait pas par où rentrer, tellement il y a des portes. J'ai le choix. Vous avez le choix. Et des fois, on transporte, en fonction des spectacles, on transporte la billetterie à un endroit ou à un autre du théâtre. Ce qui fait que souvent, la première surprise du spectateur, quand il arrive à Espace Libre, c'est la salle. Comment est-ce qu'on va avoir aménagé la salle pour raconter l'histoire qui est proposée? Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très original. Et donc ça a été fondé, donc ce théâtre-là, il y a 40 ans, par 3 compagnies de théâtre. Le Nouveau Théâtre Expérimental, qui était dirigé, Omnibus, et Carbone 14. Donc ces 3 compagnies de théâtre-là se sont associées. Et en 94, Carbone 14 avait tellement de public que la salle devenait trop petite. Et donc, ils sont partis ailleurs, dans Ville-Marie. Ils ont été créés l'usine C, qui est pas très loin. Ça, la créativité, ça n'arrête pas exactement. Ici. Et puis après ça, quand Carbone 14 est parti, il restait le Nouveau Théâtre Expérimental et Omnibus. Et
qu'est-ce qu'on allait faire avec le départ de Carbone 14? Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne réserverait pas une partie de notre temps, donc de nos saisons, à d'autres artistes qui n'ont pas de lieu et qui viendraient se greffer à leur saison. Et là, depuis l'année dernière, Omnibus, le corps du théâtre, a quitté Espace Libre. Donc maintenant, il reste encore plus d'espace. Voilà. Et donc, il y a le nouveau théâtre expérimental qui est avec nous et Espace Libre. Et le but d'Espace Libre, en fait, c'est de proposer des œuvres théâtrales d'aujourd'hui, qui questionnent le monde dans lequel on vit, qui questionnent l'art. Et moi, depuis que je suis arrivé, je dirais que ça va faire bientôt 5 ans que je suis là, tout en respectant l'ADN du lieu, la mission, qui était vraiment la création, de chercher d'autres formes, de nouvelles formes de raconter des histoires, de nouvelles formes de représentation théâtrale, de rapport à l'espace, au décor, au public. Moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, on parlait un petit peu de la médaille tout à l'heure, ça a aussi un lien. Je me suis dit, on vit dans un monde qui se replie de plus en plus sur lui-même, où un des plus grands défis de notre société et du monde dans lequel on est, c'est le vivre ensemble. Tout à fait. On se ferme tout le temps on se avec ferme. les Et comment est-ce que par l'excellence artistique, on pourrait faire d'espace libre, tout en préservant l'excellence artistique et le professionnalisme artistique, comment en plus on pourrait faire d'espace libre un outil qui, à sa mesure, répond par la positive à la réussite du vivre ensemble. Donc, ce qui fait que j'ai comme proposé 3 grands axes de développement. Un premier qui est de proposer des saisons théâtrales avec des thématiques que je dirais dans les spectacles humanistes, c'est-à-dire des spectacles qui abordent des questions importantes à aborder pour la bonne suite du monde. Donc je donne, mettons, 2-3 exemples de spectacles qu'on a eu. On a un spectacle qui s'appelle Post-Humain, qui est un spectacle à la fois documentaire, autofiction, qui parle du mouvement cyborg et transhumaniste et de tous les progrès scientifiques et les questions éthiques que ça charrie. L'autre axe, c'était aussi de mettre de l'avant et de continuer à développer la parole d'artistes qui sont issus des communautés dites de la diversité culturelle, parce que je trouve que diversité culturelle, j'aime pas ce mot-là, parce que ça veut dire encore des gens qui sont différents de nous. Mais pour l'instant, c'est ça le thème qu'on a trouvé. Donc, on va les mettre ensemble, exact. Oui, c'est ça. Oui. Et pour pouvoir développer des nouveaux publics aussi, pour pouvoir aller à la rencontre de gens qu'on croise dans la rue, mais qu'on croise pas forcément au théâtre, pour essayer de leur raconter des histoires qui les intéresseraient, avec des gens aussi qui leur ressemblent, pour pouvoir développer des nouveaux publics. Et le troisième axe de développement, c'est vraiment un projet, je dirais, ambitieux de démocratisation de la culture pour le centre-sud de Montréal, pour le quartier donc, dans lequel on habite. Et donc là, on a mis sur pied plusieurs mesures, plusieurs actions citoyennes qui connaissent un succès, mais vraiment phénoménal. On a commencé par depuis 4 ans maintenant, on a un comité spectateur qui initie gratuitement. Oui, ça c'est très chouette, parce que ça nous permet vraiment d'aller à la rencontre des gens du quartier, les gens qui proposent, qui s'impliquent. Oui, qui s'impliquent, qui apprennent à connaître aussi ce qu'est Espace Libre. Et donc, le but, c'est très simple, c'est que chaque année, on sélectionne 20 citoyens du quartier, aux origines les plus diverses, pour avoir vraiment un panel représentatif de notre quartier. Et ces personnes assistent gratuitement à 6 ou 7 spectacles de la saison. À chaque fois, on les accueille autour d'un repas qu'on a concocté nous-mêmes. Donc, dans la cuisine d'Espace Libre, donc vraiment quelque chose de très convivial. On vous gâte, on remplit la panse, l'âme et l'esprit. Oui. Et donc, ils rencontrent les artistes du spectacle qu'ils vont voir le soir, qui leur donnent des clés de compréhension qui vont leur expliquer un petit peu quelle est l'œuvre qu'ils vont voir, quelle est leur démarche artistique. Après ça, pendant le dessert, ils rencontrent des artisans du théâtre, donc des concepteurs de décors, des concepteurs de costumes. Après ça, ils voient le spectacle. Et après ça, on parle des représentations. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'initier les citoyens aux arts. Parce que c'est un petit peu comme le vin, c'est comme la gastronomie. Il faut développer le palais. Et ça marche. C'est extraordinaire. Nous, ça nous en apprend beaucoup sur les gens du quartier. Ça nous en apprend beaucoup sur la perception qu'ils ont du théâtre. Parce que des fois, les gens n'osent pas rentrer dans un théâtre parce qu'ils se disent... Ils sont perdus, je ne sais pas est-ce ma que je vais place. comprendre, est-ce que je ne vais pas comprendre, comment est-ce qu'il faut que je m'habille, etc., etc. Et ça brise les barrières. Ça brise les barrières. Et en fait, pour moi, c'est bien important que... Il n'y a pas à changer ce qui se fait sur scène. Il y a à changer la façon dont on accueille les gens. Voilà. Pour dédramatiser, je dirais, l'accès à l'art dramatique. Vous comprenez? Pour rendre ça plus commun, on va dire. Quelle plus sagesse. accessible.
Oh, je ne sais pas si de la sagesse. Oui, mais c'est vrai, parce que ça, il faut comme... J'ai lu que depuis que tu es là, vraiment, ça bouge et ça... Puis on a augmenté aussi le nombre de spectateurs qui viennent juste en tournant, en apportant un regard différent sur le théâtre et sur ce lieu-là. Et ça, c'est la petite mesure, mais la grosse mesure qu'on a mise sur pied et qui là aussi connaît un succès artistique et public vraiment formidable. C'est le spectacle de quartier. Donc, je disais tout à l'heure en début d'entrevue, on est un théâtre de recherche, d'exploration, et dans la communauté théâtrale, il y a des artistes qui veulent travailler avec des citoyens. Ça fait partie de leur démarche artistique. Et comme nous, on présente de nouvelles créations chaque année, moi je me disais, pourquoi est-ce que sur une saison d'Espace Libre qui compte à peu près 13 spectacles, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas un spectacle par an qui permettrait à des artistes de déployer leur démarche artistique, de mener leurs recherches et qui en même temps convierait des citoyens du quartier, non? Genre des jumelages, exactement, à venir jouer dans les spectacles. Donc ce qui fait qu'on a eu à date 3 spectacles qui ont été créés, qui ont été joués tout le temps sold out, certains même qui ont été repris. Le premier, c'était Pôle Sud, documentaire scénique d'Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Procloutier, qui ont fait un documentaire théâtral magnifique sur 8 citoyens du quartier. Ça a même été repris au Festival de théâtre Transamérique l'année d'après. Quel exemple, imagine. Oui, ils ont recommencé, ils ont redémarré notre saison cette année. On a eu un autre spectacle qu'on joue d'ailleurs en ce moment qui s'appelle Camille Yaoud, le petit gars de Sainte-Marie, qu'on a présenté dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Et ça a été une expérience géniale parce que ça racontait l'histoire d'une figure historique montréalaise, Camille Yaoud, qui a été maire de Montréal. Et pour interpréter les citoyens de son époque, on a fait appel aux voisins. Et pendant 1 an et demi, Espace Libre s'est transformé en petite école de théâtre de quartier où on a accueilli à peu près 75 citoyens. Et il y en a 20 qui jouent dans le spectacle. Quelle belle idée. Et en fin de saison, on va avoir un nouveau spectacle de quartier qui, lui, va traiter, va à la rencontre des CHSLD, entre autres ceux du quartier. Ça, c'est formidable aussi. Ça va toucher beaucoup la communauté aussi. Et ça va porter beaucoup à la communauté. Et en même temps, pour moi, c'est très important de le dire, c'est que ces démarches d'ouverture vers le citoyen, de les initier, de leur faire vivre des expériences intimes avec les arts vivants. Avec les artistes aussi. Et eux, ça leur fait vivre des affaires aussi. Et ça n'enlève absolument rien au professionnalisme de tout ce qu'on fait. Parce que pour moi, c'est très important aussi qu'on conserve le fait qu'il y ait des acteurs, des artistes professionnels. Parce que c'est cette excellence artistique-là qui développe un savoir qu'on peut transmettre ensuite aux gens. Et ça, pour moi, c'est très important de le dire. C'est pas du théâtre amateur qu'on fait avec les spectacles de quartier. C'est vraiment de nouvelles propositions de théâtre citoyenne, professionnelle aussi. C'est fantastique, vraiment, chapeau pour ça. Et il faut parler, s'il vous plaît. Oui, par exemple. Puis on a un autre projet aussi. Tout Montréal doit le savoir. Il faut que tout le monde... Il faut que tu viennes à Verdun aussi pour que mes chers Verdenois puissent entendre ça. Qu'ils viennent tous habiter ici. C'est ça. Et puis, ça me fait penser aussi qu'on a aussi mis sur pied un tarif voisin pour les citoyens du H2K. Donc, sur présentation d'une preuve d'adresse, ils ont un tarif préférentiel. Et grâce à tout ça, on a développé, vu qu'on voyait que ça marchait, on a développé aussi à Espace Libre un poste de responsable de la médiation culturelle et de la relation donc, avec les citoyens du Centre-Sud. Et on a aussi initié la saison dernière et à cheval sur cette saison, un autre projet qui lui est vraiment de la médiation culturelle qui s'appelle Racine. Et ça, Racine, c'est un projet qui va à la rencontre des citoyens du quartier qui sont issus de l'immigration. Et le but, c'est de leur faire faire un spectacle qu'ils vont présenter aux citoyens qui habitent de longue date, on va dire depuis longtemps dans le quartier. Et le but, c'est de dépasser la crainte du choc culturel. Et si cette expérience-là, elle marche bien, dans 1 an et demi, on va refaire la même chose et on va faire un spectacle avec les gens issus de l'immigration et les citoyens du quartier. Donc, pour apprendre à se connaître. Mon Dieu, c'est fantastique. Et ça brise les racismes. Oui. Tu les vois, barrières. Les barrières, ça fait qu'on se connaît parce qu'on devient parfois, on a peur de l'autre. C'est pas le racisme, on a peur de la personne. Mais à travers ces bons spectacles, échanges, ça peut briser, comme je dis, la barrière. Et l'art permet de se rencontrer. Tout à fait. L'art, il faut qu'on se serve de là pour apporter la paix à la planète. Oui, c'est important parce que la culture, les arts, ça permet de développer l'imagination, ça permet de proposer d'autres points de vue, on va dire, un autre regard sur la vie. Puis ça nous permet en fait de nous raconter comme êtres humains. C'est drôle, il y a un des fondateurs d'Espace Libre qui s'appelle Jean-Pierre Ronfard, qui a fondé aussi le Nouveau Théâtre Expérimental, disait, et là je ne veux pas me tromper,
qu'on s'est doté de théâtre. Ce qui nous différencie des chiens et des arbres, c'est le fait qu'on a besoin de se raconter comme être humain, de raconter notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle on s'est doté de théâtre, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se raconter aussi comme être humain. Mais écoute, le théâtre, c'est comme... Je voyage, c'est un peu comme en Afrique, au Mexique, qu'il y avait les conteurs aussi un peu. Oui, c'est la base. Tout s'est passé. Ça, après, ça est devenu le théâtre. C'est important. Là. Puis c'est aussi très important dans une société en ce moment qui, je veux dire, où la télévision, Internet, les cellulaires, s'accaparent tous, mais de façon individuelle. Et le théâtre est quand même un des lieux dans nos sociétés modernes, un des derniers lieux où on peut se rassembler en tant qu'être humain et se faire raconter une histoire et vibrer tous ensemble en même temps, pas tout seul devant nos téléphones cellulaires. Tout à fait, et changer comme communauté aussi. Là, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord à 100% avec toi. Mais non, j'aimerais que tu me parles. C'est fantastique de t'écouter avec toutes tes idées et tout ça. Et je suis sûre que ça va continuer. Hein. Tu vas avoir plein d'idées. En fait, c'est le début. C'est le début, oui. Heureusement que tu vas pour longtemps, j'espère. Et puis, maintenant, ton côté comédien, c'est important aussi, je trouve. Tu as joué aussi des choses classiques. Et j'aimerais que tu nous parles de ça. La barre, la Dame aux Camélias, et donc plein des choses classiques et d'autres aussi. Tes collaborations avec Olivier Kemet. Parle-moi de tout ça, s'il te plaît. En fait, la question est grosse parce que là, il faut que je revoie le CV, puis il faut que je plonge. Mais disons, mais oui, j'ai eu la chance, effectivement, en sortant de l'école, de travailler rapidement donc dans des classiques. Donc, j'ai eu la chance de jouer dans le cadre du 50e anniversaire du Théâtre du Nouveau Monde dans l'Avare, dans La Dame aux Camélias aussi, aux côtés d'Anne-Marie Cadieux, Sébastien Ricard. Mais je dirais là, surtout pour parler du métier d'acteur, que une des pièces, mettons, et là ça va me permettre de rebondir sur Olivier. Sans lui faire mal, mais de rebondir sur Olivier Kemet, c'est la pièce dans laquelle j'ai vraiment eu la chance de jouer, qui s'appelle Moi dans les ruines rouges du siècle. C'est un spectacle que Olivier a écrit et qui raconte la vie d'un acteur professionnel qui vit au Québec, qui est d'origine ukrainienne et qui s'appelle Sacha Samar. Et ça a été une aventure extraordinaire, humaine, artistique, et géographique. Je vais expliquer pourquoi géographique, parce qu'à la base, c'est un spectacle qui raconte donc la vie de Sacha Samar. Et donc Sacha, lui, est né en Ukraine soviétique, à la fin des années 60, et sa vie a fait que son père s'est enfui du domicile conjugal, mais avec lui. Et c'est pas sa maman qui l'a gardé. Et c'est son papa qui a gardé Sacha. Et toute sa vie, Sacha, en tout cas sa vie de jeune, de jeune puis d'adulte, il n'a eu de cesse que de vouloir retrouver sa mère. Et toute sa vie a été ponctuée pour essayer de trouver sa mère. Et la façon dont il voulait essayer de trouver sa mère, c'était soit en devenant un grand champion sportif pour se faire voir à la télévision et que sa mère un jour le retrouve, ou un acteur. Et donc cette histoire-là qui est bouleversante parce que la beauté du texte d'Olivier Kemet, donc Moi dans les ruines rouges du siècle, c'est que en plus de raconter l'histoire de Sacha Samar, il nous racontait l'éclatement du bloc soviétique. Comment la petite histoire arrivait à côtoyer la grande histoire avec un grand H. Et donc on a eu la chance, en fait, moi et Sophie Cadieux aussi jouait dans le spectacle, Pascal Monti, Robert Lalonde, Annick Bergeron. On a eu la chance, en fait, à la fois d'être plongé dans l'intimité, le parcours de vie de Sacha Samar, mais aussi de se plonger dans cette partie de notre humanité qui était donc tout le bloc soviétique et donc la chute du bloc. Et je parlais tout à l'heure géographiquement, c'est que ce spectacle-là a tellement marché qu'il s'est joué pendant plusieurs années. Je pense qu'on l'a joué au-delà de 80 fois. Et on a eu la chance vraiment de le jouer un peu partout au Québec. On est allé en Ontario, à Ottawa, au Centre national des arts. On est allé à Sudbury. Et on a même été jusqu'à Vancouver de jouer. Et il y avait un amour des spectateurs pour ce spectacle-là. Et on parlait le bouche-oreille, ça marche. Le bouche-oreille marchait. Et aussi, c'est que... Et c'est ça aussi qui est fou, parce que quand on dit que l'art permet aussi de rompre les barrières, c'est que les gens, souvent, à la sortie donc, du spectacle, quand ils voyaient Sacha, son parcours de vie, le fait qu'il ait appris le français, qu'il est arrivé au Québec, qu'il ne connaissait pas le français, qu'il a appris le français, qu'il s'est vraiment comme débrouillé pour s'intégrer dans cette société-là, c'est quelque chose vraiment qui les touchait beaucoup et qui tout d'un coup
fait tomber la barrière des préjugés, de la peur. Et donc, je dirais que ce spectacle-là, il y avait vraiment plusieurs vertus, dont celle de faire découvrir l'autre, l'histoire de l'autre et le parcours chaotique et même des fois tellement difficile de ceux qui viennent d'ailleurs et qui viennent ici. Parce qu'il y a une immigration, des fois, moi je considère que je suis le produit d'une immigration de luxe. J'ai choisi de venir étudier ici. J'ai pas fui mon pays pour des raisons politiques, la guerre et compagnie. Oui. Ça peut être ça, oui, c'est vrai. Des persécutions politiques, tout ça. Et c'est juste que ce spectacle-là nous amenait vraiment à avoir un éclairage très humain sur les parcours de vie. Oui, c'est fantastique. Bravo, tu as eu des bons projets aussi avec honnêtement, Olivier. Je me sens super choyé. Tu sais, je disais tout à l'heure que je me sens très privilégié, mais j'ai toujours eu la chance de travailler dans des projets très inspirants, puis avec des équipes très belles. Mais non, j'aimerais que tu me parles parce que ça file. Oui. Il y a tellement de choses à raconter sur toi. Et puis, comme acteur aussi au cinéma et à la télévision. À la télévision, ça c'est drôle. Et au cinéma aussi un petit peu. Pas beaucoup, mais quand même. Mais à la télévision, en fait, j'avais eu la chance, en sortant de l'école, de pogner un rôle dans une série qui s'appelait Emma et jouer le chum de Marc Bellan là-dedans. Mais après, encore une fois, à cause de l'accent, ça n'a plus jamais marché. Ma carrière d'acteur à la télé, en tout cas pour l'instant, s'est arrêtée là. Il y avait aussi les Auberges Chien Noir. Ah oui, j'ai eu quelques épisodes dans l'Auberge du Chien Noir. Mais je ne sais pas ce qui est devenu mon personnage. À un moment donné, ils m'ont plus appelé. Mais c'est ça, la télé. C'est vraiment ça. Oui, et j'aimerais maintenant, est-ce que tu as d'autres qui nous disent au public, les jeunes, si, je sais que c'est difficile, mais si tu brises tes barrières et tout ça, tu peux aller loin, même tu viens d'un autre pays, c'est difficile comme artiste. Mais moi, je dirais que le conseil que je donnerais, mettons, à des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent au Québec, qui sont des artistes, et là je peux juste parler du théâtre, parce que je ne commencerai pas à parler d'autres disciplines que je ne maîtrise pas, la chose que je pourrais vraiment conseiller, dans l'état actuel des choses, faites une école d'art professionnel. Essayez de rentrer dans les écoles. Parce que c'est en rentrant dans une école où on se bâtit une gang, une famille, on est coaché, on se fait enseigner par des professionnels des arts qui, eux, après, vont peut-être pouvoir avoir envie de vous engager par la suite. Donc, c'est pas comme si on arrivait avec sa valise à l'aéroport et en disant maintenant, je vais toquer aux portes des théâtres pour voir est-ce que vous voulez bien de moi comme acteur. C'est que c'est vraiment une porte d'entrée en plus qui permet aussi de faire connaissance avec la culture québécoise aussi, et aussi canadienne. Puis donc ça, ce serait mon... Mais après ça, c'est la persévérance. Puis, mais c'est certain, on est encore dans une époque en ce moment où il y a vraiment une conscientisation d'un point de vue de l'inclusion. Ça, c'est certain. Mais il y a encore du travail à faire. Parce qu'on est dans une société quand même qui est encore jeune. Hein. Tu sais, le Québec est très jeune. Puis le Québec, même dans son affirmation nationale, il y a quelque chose qui n'a pas été au bout d'un désir. Et on se retrouve maintenant dans une période de l'histoire de cette société où, comme peuple, on sait qui on est, mais pas totalement. Et à côté de ça, il y a, par le monde dans lequel on vit, et c'est totalement normal, il y a le monde qui arrive ici aussi, et c'est de faire maintenant comment est-ce qu'on compose avec tout ça, par rapport à notre identité, celle de l'autre, tout ça. Donc ce sont de gros défis de société et de démocratie où je pense que plus que jamais, on a besoin d'éducation, de culture, de dialogue, d'ouverture, mais d'éducation. D'éduquer nos jeunes, nos enfants, nos plus vieux aussi, parce que c'est des fois le manque ou d'éducation ou tu sais, on est quand même au Québec à 50% d'analphabétisme fonctionnel. C'est de se dire, voilà la société dans laquelle on vit. C'est peut-être pas Montréal, mais c'est la société dans laquelle on vit. Et je crois vraiment que la culture a un rôle névralgique à jouer dans le maintien de notre humanité, de notre... Je suis d'accord à 100% avec toi, là. Vraiment, c'est tellement... C'est un défi de société. Et pas juste au Québec, dans le monde partout dans le monde, c'est ce que je disais. Si on pratiquait plus l'art, la culture serait plus forte, et puis il y aurait moins de guerres, je pense, vraiment dans les Oui, mondes. puis c'est d'arriver aussi à sortir du langage politique, que la culture n'est surtout qu'un moteur économique. Elle est un moteur économique, tant mieux, mais elle doit être avant tout un moteur de préservation d'humanité. Et j'aime pas utiliser le bon terme civilisation parce qu'il y a quelque chose de colonialiste là-dedans, mais dans le terme civilisation, je veux dire dans le fait d'être des hommes et des femmes d'écoute et d'empathie aussi. Donc oui, moi je pense que l'art et la culture nous permettent d'avoir un éclairage différent sur l'être humain.
puis de prendre le temps d'observer l'être humain pour pas reproduire non plus les... Puis c'est un formidable exutoire en même temps. C'est un endroit où on peut tout faire. Tout à fait, c'est vrai. On peut lâcher notre fou, on a besoin de ça aussi. Et Montréal est tellement un bel endroit d'une richesse culturelle aussi. Moi, je pense que c'est une des villes où il doit faire le plus agréable à vivre au monde, où on a le plus de chance. Oui. Et ça, c'est un combat 100%. De toute la société, que pour cette qualité de vie-là, il faut la préserver. Cette concorde-là. Grâce à des personnes comme toi et des projets comme les théâtres, espaces libres, ça va continuer. J'en suis sûre, oui. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une réponse des citoyens du quartier formidable. Et aussi très important à dire, jamais on ne serait parvenu à faire ce qu'on fait si on n'avait pas la chance d'habiter un quartier où il y a autant d'organismes communautaires, d'organismes sociaux qui se font les relais, avec qui on a noué des partenariats, avec qui on noue des collaborations. Et ça, je dois dire que, en fait, c'est rare. Hein? C'est rare, puis je dirais que la grande chance d'Espace Libre, en fait, c'est d'habiter ce quartier. Tout à fait. Moi, c'est pour ça que je te dis, ça serait bien d'inspirer aussi Verdun, que j'adore aussi Verdun, là, pour que ça devienne comme ici. Oui. Un peu à ce niveau culturel. Écoute, le temps file. Et maintenant, pour finir l'entrevue, est-ce que tu peux te définir dans 5 mots? Qui est un mot? Gaufret, oui, monsieur Geoffrey. Un mot? Ah, j'y ai pas pensé à ça. Gaker. Un mot qui te définisse, que tu sens que c'est toi qui te parle. Passion. Oui, passion. Peut-être. La passion. Oui, peut-être. Ouais. OK. Écoute, je te souhaite longue vie. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. C'est gentil. C'était un parcours extraordinaire que toi, ça va continuer, tu es jeune. On croise les doigts. On se croise. Et il faut les suivre, hein. Il faut arriver à de très belles choses. Oui, pour finir aussi, tu étais nominé pour les... Oui, c'est Charles Biddle, qui récompense des artistes qui sont issus de l'immigration. De l'immigration, c'est ça. Mais je ne l'ai pas gagné. J'étais finaliste, mais je ne l'ai pas gagné. Mais c'est ma compatriote. Ta compatriote qui a gagné Patsy, qui fait un travail extraordinaire. C'est vraiment un très, très beau travail. Mais toutes les deux, c'est des Belges. C'est des Belges. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, l'avenir est belge. Merci. Bon, merci d'être là. Et puis, chers spectateurs, à la prochaine.